Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole, qui met en lumière celles et ceux qui font de la responsabilité sociale et environnementale un axe fort de leur développement et qui veulent développer justement leur entreprise sans épuiser la planète. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien? Super, et vous? Bah oui, ça va très bien. Journée particulière, on en expliquera pourquoi vous portez cette chemise tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Vincent Salimon, le PDG de BMW France. Il va nous expliquer comment ce géant de l'automobile veut drastiquement diminuer ses émissions de CO2 d'ici 10 ans. Oui, le débat RSE du jour portera sur les déchets, notamment les déchets d'entreprise. On se posera la question de comment les recycler. Et puis Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est l'application Rosalie qui propose un acompte sur salaire digitalisé. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Vincent Salimon, bienvenue. Bonjour Thomas. Bonjour Émilie Kovacs. Vous êtes donc le PDG de BMW France. Votre groupe a produit l'an dernier au niveau mondial 2 500 000 véhicules. Ça donne une idée de votre impact écologique, des responsabilités qui sont les vôtres aussi. Comment vous vivez le fait d'être dans une entreprise qui est un peu forcée à la mutation d'une certaine façon? Parce que effectivement, on entend, on a ce fleuve-là qui veut modifier nos comportements, la mobilité, et souvent on pointe du doigt qui? Les constructeurs automobiles. Comment vous le vivez ça? Alors je le vis très bien. Je le vis très bien, pourquoi? Parce que c'est un challenge et une vraie opportunité. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le milieu de l'automobile, on va parler de l'automobile, on va parler de la mobilité. En fait, cette mobilité vit une révolution. Et le fait d'être dans un groupe fort, puissant, qui a travaillé sur la révolution de la mobilité depuis de nombreuses années et qui a travaillé sur la mobilité durable, sur le développement durable de la mobilité depuis de nombreuses années, puisque la première direction du développement durable que l'on a créée dans le groupe, c'était en 1973. Donc ça nous ramène quelques années en arrière. Mais très clairement, je le vis comme une vraie opportunité et on peut parler de mobilité électrique parce que c'est un sujet d'actualité. Nous avons commencé il y a 15 ans le développement de la mobilité électrique et aujourd'hui, vous en parliez, on travaille et on se fixe des objectifs très ambitieux et qui vont au-delà des objectifs que nous fixe la Commission européenne pour atteindre des baisses d'émissions de CO2 significatives. Et pour les années à venir, ce n'est pas une politique court terme, on se fixe des objectifs sur 10 ans. Et alors, pour atteindre ces objectifs, il y a évidemment la consommation des voitures, mais il y a aussi presque la conception, ou en tout cas l'impact de vos usines. Comment vous travaillez? Parlons des usines, tiens. Qu'est-ce que vous faites dans vos usines? Vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, quand on parle de mobilité et d'émissions de CO2, on parle essentiellement de la consommation à l'usage de la voiture. Ouais. Et il faut en sortir. En fait, il faut parler de la maîtrise de la totalité de la chaîne de valeur. Et c'est ce que nous faisons chez BMW. C'est-à-dire la construction aussi de chaque automobile. Ça va même plus loin, c'est le réapprovisionnement. C'est travailler avec nos partenaires, travailler avec nos fournisseurs. Justement, donc vous choisissez, vous contrôlez vos fournisseurs. Comment ça se passe, vos partenaires économiques? Alors en fait, on ne contrôle personne, on n'a pas de fournisseurs, on a des partenaires. On travaille avec des partenaires et effectivement, on essaye de rapprocher en Europe la production des cellules pour les voitures électriques. Enfin, on n'essaye pas, on le fait, puisqu'on travaille la production des cellules, vous savez que ce sont surtout des Coréens, Samsung, et des Chinois. Nous, on travaille avec CATL. Eh bien, il est important de pouvoir le rapprocher pour baisser les émissions de CO2. Et c'est ce que nous faisons, puisque nous avons passé un accord avec notre partenaire qui investit dans une usine en Allemagne. Mais simplement pour synthétiser, en fait, très clairement, pour BMW, premium et responsabilité, premium et développement durable vont de pair. On ne peut pas les séparer. Je repose la question sur l'usine, pardon de vous interrompre, mais dans une usine, concrètement, qu'est-ce que vous avez modifié déjà et qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer pour que l'impact carbone de la construction, de la fabrication baisse? Alors, c'est très simple. Le premier point, et c'est déjà en place dès 2020, c'est que toute l'électricité de l'ensemble de nos usines du monde est renouvelable. Aujourd'hui, nous ne travaillons qu'avec de l'électricité renouvelable. En 2010, avant le lancement de notre véhicule électrique, la BMW i3, nous avons créé une
usine ex nihilo qui est complètement autonome en termes énergétiques. Elle a 4 éoliennes qui fournissent l'électricité de l'usine. Donc ce que nous avons fait, c'est ça, et on va encore plus loin, et on s'est fixé un objectif de réduction des émissions de CO2 de 80% entre aujourd'hui et 2030, et on va le faire aussi avec le digital, par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de production ou de pré-production de concept cars qui se font de manière physique. Il faut travailler avec le digital, le numérique, pour pouvoir éviter de produire et d'émettre du CO2, mais de le faire sur des ordinateurs. Concernant les batteries électriques, vous travaillez avec des fabricants particuliers parce que ça coûte, c'est très polluant de fabriquer des batteries électriques. Alors, vous avez raison sur le fait qu'il faut avoir l'approche de la chaîne de valeur globale. Et un exemple, pour un véhicule électrique qui n'émet aucune émission de CO2 en fait, à l'usage, en fait, il émet ce véhicule du CO2 sur le cycle de vie, en fait, sur le cycle de production, d'usage et de recyclage, parce qu'il est important de penser au recyclage. Et il faut savoir que 40% des émissions de CO2 d'un véhicule électrique sont liées à la production des cellules de la batterie. Donc, ce que nous faisons aussi avec nos partenaires en amont, avec les fournisseurs, c'est que nous avons signé un accord de 2 milliards d'euros avec Northvolt, une société, un partenaire suédois, qui ne produit des cellules de batterie qu'avec de l'énergie hydraulique. Donc, émissions de CO2 et ça, c'est l'avenir chez BMW. Bientôt, il n'y aura que des véhicules électriques. Alors, à l'avenir, il n'y aura pas que des véhicules électriques, mais effectivement, on a une stratégie pour resynthétiser encore une fois. On va baisser nos émissions de CO2 de 30% sur les 10 années à venir. On va le faire via la production, vous l'avez dit, c'est 80%. On va le faire via les fournisseurs, les partenaires, j'en ai parlé, l'accord avec Northvolt, ça va peser 20% à peu près de baisse d'émissions de CO2. Et on va baisser de 40% les émissions de CO2 à l'usage. Et comment allons-nous baisser de 40% les émissions de CO2 à l'usage? C'est via le mix, et vous avez raison. En 2030, on prévoit que 50% de nos ventes de véhicules soient électrifiés, pas uniquement électriques, aussi de l'hybride rechargeable. On pourra en reparler parce que ça dépend de l'usage. Mais 50% de véhicules électrifiés, ça veut dire que 50% de notre gamme sera encore des véhicules thermiques. Et il faut travailler sur l'efficience des véhicules thermiques. Et on travaille dès maintenant, puisqu'on va baisser nos émissions de CO2 de 20% cette année. Et pour un tiers, c'est l'amélioration de l'efficience de nos véhicules essence et diesel. Ah oui, et c'est dire l'enjeu, parce que plus on bascule vers l'électrique, plus il faut que la production de ces batteries soit moins énergivore qu'aujourd'hui. Donc là, il y a quoi? Il y a un gain technologique à faire. C'est aussi de l'investissement technologique. Alors, c'est de l'investissement technologique. Nous investissons 7% de notre chiffre d'affaires chaque année. C'est à peu près 30 milliards d'euros que nous allons investir en recherche et développement sur les 5 années à venir pour pouvoir améliorer le bilan carbone en fait, de la production effectivement de nos cellules ou des cellules de batterie, en sachant que Parce que sinon, le passage à l'électrique, il est désastreux. Il peut même devenir polluant. Contre-productif. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une approche de A, la matière première, à Z, le recyclage, en passant par la route. Et quand on parle de responsabilité sociale, et on n'a pas parlé jusqu'à maintenant... Justement, j'allais y venir. La matière première. Comment vous engagez? C'est important. Alors justement, la matière première est quelque chose d'important. Allez, terminez sur la matière première. J'aimerais parler de la matière première parce qu'on sait que dans les batteries, il y a des terres rares. Et les terres rares sont un produit sur lequel il faut vraiment réfléchir en termes de production et il faut réfléchir en termes d'extraction. Et au niveau de l'extraction, cette responsabilité sociale de BMW est d'arrêter de fournir ou de nous réapprovisionner en terres rares dans les pays qui ne s'engagent pas à respecter les droits de l'homme, les droits humains en termes d'extraction de cobalt, par exemple, pour les cellules. Et nous avons signé un accord uniquement, nous réapprovisionnons, et là c'est le partenariat avec les fournisseurs, nous n'achetons le cobalt que dans 2 pays, l'Australie et le Maroc, plus au Congo, parce que ces 2 pays sont les 2 seuls pays à s'engager à respecter les droits humains en termes d'extraction de terres rares. Donc c'est important, il est important d'avoir une stratégie de développement durable, mais il est indispensable également d'avoir une stratégie de responsabilité sociale. Oui, après d'autres vont vous dire qu'il va falloir compenser les trajets d'avion entre ces pays-là pour vous fournir. Vous y pensez on n'a pas de cobalt en France, donc il faut bien aller à l'étranger. Et en l'occurrence, le Maroc n'est pas très éloigné, l'Australie est plus éloignée, mais il faut aussi accompagner les pays en voie de développement et le Congo. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des ONG qui
mettent en place des plans d'action pour pouvoir faire en sorte que le Congo puisse mettre en place des systèmes d'extraction qui respectent les droits humains et le développement durable dans le cadre de l'extraction du cobalt. L'engagement social, justement, BMW, c'est 126 000 salariés dans le monde et 6 600 salariés en France, c'est ça? Alors, quelle est votre politique sociale chez BMW? Alors, en fait, on a 6 600 salariés en France, 1000 directs, effectivement, ce sont les employés du BMW Group. On a une activité d'importation des marques BMW Mini et BMW Motorrad, le 2 roues aussi, c'est important pour la mobilité. Et ensuite, on a 5 à 6 000 collaborateurs dans le réseau de partenaires, de concessionnaires. Et donc, très clairement, on est en avance. En fait, on souhaite être au plus haut niveau de la relation sociale et du développement social de nos collaborateurs. Et je vais juste prendre un exemple qui malheureusement est d'actualité, mais il est important d'anticiper ce genre de choses. Nous avons signé un accord collectif de télétravail, non pas le 11 mars 2020, avec les représentants du personnel, mais il y a 2 ans. En 2018, on a commencé à mettre en place le télétravail dans nos bureaux et avec nos collaborateurs, parce que ça fait partie des nouvelles méthodes de travail, parce que ça renforce l'efficacité du travail, parce que le bien-être est quelque chose de très important pour nous, et parce que ça permet d'aller chercher des talents. Donc très clairement, cette responsabilité sociale est implémentée en France. On est en open space, on vient d'investir 100 millions d'euros dans un nouveau siège social dans lequel nous avons emménagé le 15 février. Nous sommes en flex office aussi. Nous étions en flex office parce qu'on a arrêté suite à la crise actuelle, vous comprenez pourquoi. Mais très clairement, le bien-être au travail et l'équilibre vie perso, vie professionnelle est quelque chose de très important pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vincent Salimon pour toutes ces informations. C'était passionnant. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat du jour sur la gestion des déchets en entreprise. On aurait pu vous poser une question là-dessus. J'aurais pu en parler. Comment recycler ces déchets en entreprise? On va essayer de donner des solutions à cette question, à ce problème, à cette problématique avec nos invités du jour. Arthur Deveritz, vous êtes cofondateur de la start-up Urbine. Bonjour. Bonjour. Start-up spécialisée justement dans la gestion simplifiée des déchets d'entreprise. Et Hugoline Solaire, fondatrice et présidente de Recnorec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà venue, vous êtes une entreprise, Recnorec, vous n'êtes pas l'entreprise, qui recycle des déchets non recyclables. On va en parler. Merci à tous les deux. Alors, comment fait-on pour recycler de manière simple en entreprise? C'est une question très large. On va peut-être commencer par un chiffre. Chaque année, les entreprises produisent 700 kilos de déchets hors construction, parce que c'est beaucoup plus. Ce sont les chiffres de l'ADEME de ce mois-ci. Est-ce qu'il y a une forte diminution depuis 10 ans, puisque on voit qu'il y a une baisse de 8%. Une baisse de 8%, absolument. Merci Thomas. C'est encourageant selon vous? Oui, c'est encourageant. Ce que l'on voit, c'est que les entreprises continuent de produire 90% des déchets produits en France. Oui. Le BTP représente 70%. Alors, c'est majoritairement du gravat, donc ça pèse lourd. Mais quand même, le reste des entreprises, industrielles et tertiaires, produisent 2 fois plus de déchets que nous, les ménages. Donc, on parle beaucoup des déchets des ménages. Il faut s'attaquer à ceux des entreprises également, c'est important. 568 kilos, les ménages. Exactement. Ouais. Exactement. Ça, c'est la production par ménage et par an. Oui, exactement, merci Thomas. Donc si les entreprises sont les principaux producteurs de déchets, les politiques publiques devraient les cibler prioritairement. Est-ce que c'est le cas ? C'est pas forcément le cas. Il faut voir que la gestion des déchets pour les ménages est simplifiée puisqu'elle est organisée par les collectivités, avec un bac jaune que l'on connaît et d'autres bacs pour les ordures ménagères. Pour les entreprises, c'est plus compliqué. Elles ont affaire à un marché privé avec beaucoup d'acteurs privés. Elles doivent faire leur choix parmi ces acteurs privés et elles ont la responsabilité juridique de la gestion de leurs déchets. Donc pour elles, c'est un enjeu de coût parce qu'elles le payent, contrairement aux particuliers. C'est un enjeu d'environnemental, c'est un enjeu de qualité de vie au travail et c'est un enjeu de réglementation. Donc elles ont tous ces enjeux à respecter et elles ne sont pas forcément aidées par les pouvoirs publics. Donc c'est pas super facile pour elles.
Pouvoir public qui, pourtant, donne de plus en plus de lois, en fait, pour les contraindre et justement les encourager à recycler, à trier... Le décret 5 flux, par exemple. Les déchets, absolument. Hugoline Solaire, vous êtes la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Recnorec, qui recycle des déchets non recyclables. Donc si, en fait, justement, c'est possible. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement comment vous avez trouvé cette façon de recycler des matériaux qui, a priori, étaient perdus? En fait, il faut se dire que non recyclable, c'est un terme qui correspond à la réglementation et qui dit que, la réglementation européenne, qui dit que dans les conditions techniques, économiques et sociales du moment, dans les conditions du développement durable, certains déchets ne peuvent plus faire l'objet de filières, soit parce qu'on a déjà fait des gestes de tri, et qu'il en reste, on ne peut plus accéder à un tri très soigné, soit parce qu'ils sont trop sales, il faudrait les laver, soit parce que c'est des objets qui sont complexes, qui sont composés au sein de leur matière de différents matériaux et qui nécessiteraient d'être dissociés pour qu'on puisse valoriser les différentes matières. C'est un peu technique, mais c'est très simple à comprendre. Soit encore parce que les filières qui existent pour leur matière sont saturées ou n'existent pas encore pour la matière en question. Donc ça rend cette définition très ouverte, très évolutive, et notamment évolutive aux solutions qui se mettent en place au fur et à mesure, soit pour les réduire, ces déchets, arrêter de les produire, soit pour les réutiliser, soit enfin pour les recycler, c'est notre cas. Donc Recnorec, c'est une solution qui est née d'une découverte en Amérique latine, d'une solution qui fonctionnait de façon très pragmatique, avec des mélanges de déchets qui n'avaient pas besoin d'être triés, qui n'avaient pas besoin d'être lavés, et qui, de par leur diversité, leur complémentarité, devenaient un matériau assez surprenant. En tout cas, moi qui travaillais dans les filières traditionnelles du recyclage, j'ai été complètement bluffée. Par les caractéristiques qui sont par le fait qu'en prenant ces déchets qui étaient quand même un peu le pire au niveau visuel, c'est-à-dire pas nos superflus de bouteilles plastiques ou de beaux cartons, on arrivait à faire des choses assez surprenantes, cohésives, donc c'est-à-dire qu'une matière qui composé je le lève encore un petit peu plus. Alors ça, ce sont nos échantillons d'atelier avec un mélange divers de différents matériaux plastiques, déchets plastiques. Et donc, selon ce qu'on met, on va avoir des propriétés mécaniques, esthétiques différentes et qui vont nous ouvrir des applications variées également. Donc, pour des ça remplace produits, le bois, par exemple? Ça remplace le bois quand on en fait des planches. Ouais. Ça peut remplacer le plastique quand on en fait des profilés ou des objets moulés. On se doute qu'on ne va pas aller vers des objets transparents du type des bouteilles ou des coques de téléphone, par exemple, parce qu'on est sur un produit assez rustique, assez épais, mais on va aller vers des applications de masse avec des objets lourds et ça va permettre justement d'absorber un maximum de ces déchets qui finissent en décharge ou en incinération. Arthur Devritz, votre start-up, elle propose quoi aux entreprises quand on parle de gestion simplifiée des déchets d'entreprise? Ça veut dire quoi? Eh bien, elle propose des prestations de gestion de déchets adaptées à la production de déchets des entreprises, moins chères, plus durables et de meilleure qualité. Donc nous, on a un réseau de prestataires de gestion de déchets partout sur le territoire que l'on a qualifié, que l'on a agréé, et on sait dire pour une entreprise qui produit des déchets, en fonction des déchets qu'elle produit et après un audit de la production de leurs déchets, quels sont les prestataires autour de chez elle, parce qu'il faut qu'ils soient locaux pour limiter l'impact du carbone sur la route, quels sont les prestataires qui vont être les mieux disants d'un point de vue environnemental pour telle filière, le biodéchet, pour telle filière, le carton, le métal, le plastique, et on porte ces contrats et on amène plus de qualité de reporting, de traçabilité. Donc quand on fait appel à Urbine, on a un seul interlocuteur, nous. On sous-traite les prestations aux prestataires qui sont les plus performants et on remonte toutes les informations de gestion de déchets au décideur de l'entreprise qui lui permet de suivre sa production de déchets, de comprendre d'où viennent ses coûts, de comprendre s'il peut s'améliorer en réduisant la quantité de déchets produits et sur les déchets restants, s'il peut plus les valoriser ou... Alors justement, cette question-là, la question de la valorisation, elle est essentielle parce que ça peut être un argument majeur à porter auprès d'un chef d'entreprise. Finalement, vos déchets ont de la valeur. Ah oui, le mot valorisation, il a deux sens. Ouais. Valorisation, ça peut être la valorisation énergétique ou matière, c'est-à-dire je fais du recyclage ou alors je brûle le déchet et j'en récupère de l'énergie. Ouais. Donc là, on ne parle pas d'argent. Et après, il y a la question de la valorisation telle que vous venez d'en parler, la valorisation monétaire. Je peux racheter du carton. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les coûts de gestion des déchets, le plus gros, c'est la logistique. Le plus compliqué, c'est de venir chercher les déchets. Et surtout, quand on a une petite entreprise avec peu de place, on vient chercher des déchets 2-3 fois par semaine. C'est ça qui va coûter cher.
Donc le déchet peut rapporter quand on est capable de le stocker en quantité, quand on l'a bien trié, quand on l'a mis en balle par exemple, et qui peut être envoyé directement en métallurgie, en plasturgie, en papeterie. Donc les modèles économiques sont durs à trouver et c'est ce qu'on aide à faire en fait. Oui, Goline Solaire, vous récupérez les déchets d'entreprise du coup pour, Oui. Alors, Comment vous vous organisez du coup? Nous, on s'organise en proposant aux entreprises qui viennent nous solliciter parce que justement, elles se disent ça, je le mets en décharge, c'est plutôt du plastique, ça semble être le cœur de cible de Recnorec. On le caractérise, c'est-à-dire qu'on vérifie d'abord qu'il ne pourrait pas aisément et confortablement extraire un certain nombre de matériaux de leur mélange, typiquement du DIB, du déchet non dangereux d'entreprise. Donc on s'assure qu'il n'y a pas une fraction qui reste valorisable dans des solutions traditionnelles. Ensuite, ce qui reste, on va le caractériser pour voir à quel point il est variable dans sa composition et dans sa production au fil du temps. On va en créer un échantillonnage et on va tester dans notre pilote, on est encore en phase R&D, le paramétrage de notre process pour l'adapter à ce gisement, le compléter avec d'autres fractions qui vont amener à une matière susceptible de produire une belle qualité de matériaux. Vous pouvez récupérer des masques en plastique, par exemple, chirurgicaux, contexte Covid. Ah bah oui. Je vous remercie beaucoup, Émilie, parce que nous lançons, et ce sera publié aujourd'hui sur notre site internet, l'opération Bas les masques, qui est une opération de crowdfunding d'entreprises, donc dédiée à des acteurs économiques, pour expérimenter le recyclage de leurs masques sans avoir à rajouter des étapes de surtri, de retrait du pince-nez ou des c'est ça, parce que tout ce qui est déchets médicaux, les labos, les hôpitaux, c'est très compliqué ça à recycler. C'est compliqué notamment parce que la plupart de ces déchets ont un risque infectieux avéré. Et donc sont obligés d'être évoqués. Mais c'est possible. Nous, on travaillera sur la fraction des masques parce que la charge de contamination est réduite et est facile à réduire par le stockage le temps suffisant. Sur les déchets véritablement infectieux, il faut quand même mettre en place des choses très particulières. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, la bonne idée du jour. Smart Ideas, la bonne idée du jour, une start-up en pleine lumière. Bonjour Arbia Smithy. Bonjour. Bienvenue à vous, heureux de vous accueillir. Vous êtes présidente de Rosalie, ambassadrice de la French Tech. Également, Rosalie, c'est une application, c'est ça que vous avez créé, un service que vous avez créé il y a quelques mois, fin 2019. Alors, en préparant l'émission, on a vu que c'était destiné à améliorer le bien-être financier des employés. Alors, la formule nous a un peu fait rigoler quand même. Oui, on s'est dit c'est la mode du bien-être, même le bien-être financier. Oui, alors en fait, concrètement, c'est quoi Rosalie? C'est une application en fait qui permet à n'importe quel salarié dans une boîte de pouvoir visualiser son salaire en temps réel. Donc, je suis par exemple un salarié qui est payé 1 500 € à la fin du mois. Je consulte l'application, on va dire le 8 du mois. Je vois que j'ai 400 €, l'équivalent de 8 jours de travail depuis le 1er du mois. Et j'ai un besoin urgent tout de suite de 150 € pour payer, je sais pas, une réparation de mon téléphone ou n'importe quelle autre dépense urgente. Et ben, je la demande sur l'application et je l'ai instantanément sur mon compte bancaire. Comment ça marche du coup? Alors en fait, justement, nous, l'idée, clairement, c'est permettre avec cette solution-là de disrupter un peu la paye qui est basée aujourd'hui sur la mensualité. Donc la majorité des Français attendent du 30 au 30 aujourd'hui pour justement pouvoir payer en tout cas et gérer leurs imprévus, ce qui les rentre dans des cercles d'endettement parce que quand on a des imprévus, ce qui est le cas aujourd'hui de tous les Français, en fait on prend soit du découvert bancaire, donc on dépasse énormément notre autorisation de découvert. Aujourd'hui, un Français sur 5 dépasse son autorisation de découvert au moins une fois par mois. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Donc quand je demande 150 €, les Français ne savent pas qu'ils vont payer jusqu'à 80 € de frais bancaires, ce qui est quand même de la dette importante. Et c'est comme ça qu'on rentre dans un cercle d'endettement où je prends un prêt à la consommation parce qu'aujourd'hui, c'est les seules alternatives qui existent en payant des taux d'intérêt importants. Et si en plus je suis en tout cas capable en fait de l'avoir, et ça c'est pas vraiment évident. Et donc nous, ça c'est le contexte, mais le service que vous proposez, il faut que l'entreprise soit forcément partenaire. Absolument. De donc nous, notre approche et business model, c'est B2B2C. Donc on vend ça plutôt aux employeurs, aux boîtes, comme une prestation de service ou comme un avantage salarial pour le bien-être financier de leurs salariés, une marque employeur positive, meilleure rétention, meilleure productivité, baisse de turnover qui a un coût quand même très important. Et surtout, et ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une loi
en France qui existe depuis des dizaines d'années, qui impose aux employeurs d'accepter toute demande d'acompte sur salaire le 15 du mois pour 50% du salaire. Les gens savent pas ça. Maintenant, 50% des Personne Français ne ne savent même pas qu'ils ont le droit à ça. Et ça, pour le coup, c'est un process totalement manuel. Donc, il fait beaucoup de paperasse, qui gérait que ce soit manuellement de la part des employés qui travaillent dans les usines, les boutiques, on va dire les restaurants, et qui du coup doivent envoyer un recommandé accusé réception pour justement pouvoir demander ça le 15 du mois, alors qu'ils ont une urgence avant, et géré manuellement par l'employeur, parce que derrière, ils le gèrent par des Excel, par des papiers, et avancent en plus la trésor. Et donc, nous, on vient avancer la trésorerie pour les boîtes. Mais simplifier tout ce Et process. simplifier tout ce process qui est complètement digitalisé de bout en bout, jusqu'à vraiment une vraie éducation financière, carrément pour Alors le salarié. justement, on va en parler. Il y a quelques chiffres qu'on peut donner, qu'on a trouvés sur votre site. 51% des Français estiment avoir des fins de mois difficiles. Seulement 15% des salariés sentent leur employeur réellement impliqué sur ce sujet. 42% souhaitent des prestations négociées et des prêts, on y revient, accordés par l'employeur. Vous dites que c'est aussi un dispositif d'éducation financière. Ça veut dire quoi ? En fait, nous, on s'est dit, aujourd'hui, avec toutes les problématiques qui existent, les gilets jaunes, la crise économique, etc., on n'est pas là pour augmenter le salaire, mais on peut aider justement dans le bien-être en fait, du salarié en améliorant la gestion de son salaire. Et donc, comment on fait ça ? Déjà, on l'aide avec la gestion des imprévus, en lui évitant les cercles d'endettement grâce justement à notre dispositif d'acompte sur salaire. Et en même temps, on fait de la vraie éducation, l'éducation financière, parce qu'en fait, on a une application avec la techno aujourd'hui, on arrive à rentrer dans le compte bancaire du salarié et lui dire concrètement ce qui lui reste à vivre dans le mois. Donc, tu vois 500 € sur ton compte bancaire, mais en réalité, il te reste que 200 € à dépenser d'ici le 30, parce que tu as ton abonnement Free qui tombe de 17 € le 20, tu as ton loyer qui tombe le 30, etc., etc. Et on va justement l'accompagner jusqu'à l'inciter à épargner, etc. Donc, on est complètement dans une démarche totalement positive, à prendre la main du salarié pour justement sortir de ces cercles d'endettement et de ce rouge, quoi. Gratuit pour les salariés. Vous faites payer comment ? Quel est votre business model ? On fait payer l'entreprise. D'accord. Donc c'est ça l'intérêt de cette approche B2B2C, parce qu'on estime que c'est dans la responsabilité sociale des entreprises aujourd'hui de faire ça pour leurs employés, surtout que c'est en plus obligatoire dans la loi. Et donc en fait, on fait payer l'entreprise juste un abonnement fixe par mois par salarié. Donc on n'est même pas basé sur un taux d'intérêt, parce qu'on sort complètement de ce business model négatif des boîtes de crédit. Merci beaucoup. Merci Rabia Smiti. Bon vent à Rosalie et bon anniversaire à Émilie Coax. Merci beaucoup Thomas. Oui, bon anniversaire. Vous ne les faites pas. Je ne sais pas quel est votre âge, mais vous ne les faites pas. Je veux pas dire. Pourquoi cette chemise ? C'est une chemise hongroise. C'est un petit clin d'œil à mon papa et à ma maman qui me regardent tous les jours, qui nous regardent tous les jours. Et que je salue. Voilà. Et gros bisous à vous et merci Thomas. C'est la moindre des choses. Elle est très jolie cette chemise hongroise. On vous dit à demain. Et on est à demain. À 9h, midi et 20h30 sur Bismart. Salut.